last but not least, comme on dit, Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la CEA, un de nos brillants économistes, qui va nous livrer son allocution. Merci Didier. Madame la ministre Boyade, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. C'est toujours un plaisir d'être au Maroc. Notre hôte Brahim Fassi Firi, président de l'Institut Amadeus, qui nous offre cette opportunité de dialogue et d'échange sur un thème si passionnant. Mon cher frère et ami, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, ministre Ndiaye, chers participants, je voudrais d'emblée avouer franchement que je crois en l'avenir de l'Afrique. La raison motivant l'essentiel du discours actuel sur le moment africain et le réveil de l'Afrique a été rappelée par tous, notamment Didier. Certaines des économies à très forte croissance dans le monde sont africaines. Ces performances sont dues à plusieurs facteurs, notamment une meilleure gestion macroéconomique, l'augmentation des exportations de ressources naturelles et un meilleur prix pour ces mêmes ressources naturelles, et l'émergence d'une classe moyenne. Il y a maintenant à Lagos un marché de consommateurs plus grand que celui de Mumbai. Et les dépenses des ménages du continent dépassent celles de l'Inde et de la Russie. Cette croissance que l'Afrique a connue n'est cependant pas suffisante. Elle est bien au-deçà des 7% qui sont le minimum nécessaire requis pour doubler les revenus moyens dans l'espace d'une décennie et par la suite pouvoir vraiment contribuer à la réduction de la pauvreté. Cela est dû en partie au fait qu'un trop grand nombre de nos économies restent, comme ça a été rappelé à plusieurs reprises cet après-midi, tributaires de la production et de l'exportation de produits primaires. Trop nombreuses sont celles qui sont des économies inégales. Alors que nous nous félicitons tout le temps de ce que 7 de nos pays figurent dans les 10 premiers sur le plan de la croissance dans le monde, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a un nombre similaire de nos pays parmi celles où les inégalités sont les plus marquées dans le monde. En effet, trop de gens sont victimes de la faim et vivent dans une pauvreté continue dans le continent. Permettez-moi de faire un détour inhabituel par l'Asie avant d'aborder les questions dont nous sommes saisis aujourd'hui. Même si nous sommes conscients des divers conflits qui frappent l'Asie, nous n'avons pas la tendance à le regarder d'une façon comme on le regarde en Afrique. Nous le regardons d'une façon isolée. Ainsi, aux Philippines, nous savons qu'il y a des conflits sur l'île de Mindanao, sur la province de Aceh et Irian Jaya en Indonésie, une insurrection à Sabah en Malaisie, des incidents frontaliers constants entre la Thaïlande et le Cambodge, et bien d'autres. Même l'Inde, en pleine émergence, est confrontée à la rébellion naxalite et doit s'occuper des problèmes de Cachemire, tandis que la Corée du Sud partage une frontière avec un État frère belligérant. Les Rohingyas de Myanmar sont l'un des nombreux groupes discriminés dans un pays qui est également engagé dans un conflit armé avec un bon nombre de ses minorités. Mesdames et messieurs, malgré l'ampleur généralisée de tous ces conflits en Asie, la région n'est pas qualifiée d'instable, mais plutôt considérée comme un contributeur dynamique de la croissance mondiale. C'est vrai qu'il y a des conflits en Afrique, tels que ceux de la région des Grands Lacs et en Somalie, mais ce sont les restes d'une tendance à la baisse dans le continent. En d'autres termes, bien que les conflits en Afrique soient en diminution et que leur nombre soit inférieur à ceux de l'Asie,
l'Afrique est encore globalement perçue comme un continent en proie aux crises et un endroit où il est risqué de faire des investissements. Laissez-moi vous donner juste 2 exemples. Il y a eu, en 2009, 29 actes de piraterie au large des côtes somaliennes, contre environ 150 dans le détroit de Malacca en 2005. Cela n'a pas, pour autant, été synonyme de perception négative généralisée des perspectives économiques de l'Asie du Sud-Est. Et il convient de noter que dans un contexte similaire, malgré son climat d'affaires très instable, le Pakistan est le 2e exportateur de textiles du monde et que la démocratie instable en Thaïlande n'empêche pas ce pays d'exporter plus d'articles manufacturés que l'ensemble de l'exportation industrielle africaine. Ces faits surprenants montrent que l'Afrique doit réellement reconnaître le besoin d'une réelle transformation. Il y a plusieurs façons de définir la transformation structurelle, mais le sens auquel je l'entends ici est un transfert massif de ressources d'un secteur ou des secteurs à faible productivité vers des secteurs à forte productivité. Concrètement, cela signifie un changement substantiel de la composition sectorielle du produit intérieur brut, la part du secteur primaire en termes d'emploi et de production, allant à l'industrie et à des services modernes. Cela suppose également une utilisation plus grande des technologies et une productivité accrue dans tous les secteurs. L'Afrique veut la transformation structurelle et non des ajustements structurels. Pour que l'Afrique croisse et se transforme, il nous faut bien comprendre l'époque où nous vivons. Nous arrivons en retard dans le domaine. L'industrialisation est indispensable à la réalisation de cet objectif. En effet, l'industrialisation contribuera à créer des emplois, à augmenter les revenus et permettra d'assurer la diversification de l'économie, notamment celle des exportations. C'est ce que l'expérience d'autres régions du monde nous montre clairement. L'Afrique s'est essayée à l'industrialisation auparavant. Dans les années 60 et 70, l'Afrique devenue indépendante a imité d'autres régions du monde en choisissant une industrialisation fondée sur la substitution de produits nationaux par des importations. Cette tentative a donné de bons résultats qui ont cependant, dans la plupart des cas, en fin de compte, été compromis par les limites du modèle et l'économie politique mondiale. C'est pourquoi l'Afrique aujourd'hui doit prendre en compte aussi le contexte mondial. À cet égard, l'industrialisation fondée sur les produits de base constituerait une démarche présentant des chances de succès. Ainsi, au lieu de gaspiller nos énergies à tenter de diversifier les produits de base, nous devrions privilégier leur utilisation en tant que moteur efficace de l'industrialisation. Outre les avantages significatifs de l'industrialisation, une approche fondée sur les produits de base offre immédiatement des possibilités de création de valeur ajoutée, sans compter les nombreuses possibilités d'exploiter les liens en amont et en aval. Étant donné la prédominance des chaînes de valeur mondiales et la concurrence intense qui s'exerce en matière de coûts dans le commerce, l'Afrique peut trouver un accès au secteur industriel grâce à son énorme base de produits primaires et de ressources naturelles. Le fait que les agro-industries, et c'est le cas au Maroc, sont déjà un des secteurs de la transformation les plus prometteurs sur le continent est la preuve que cette démarche peut prospérer. Toutefois, réussir dans cette entreprise ne sera pas facile. Il faudra un esprit d'innovation et la détermination pour surmonter les défaillances, notamment en matière d'infrastructure. Il faudra une solide base de connaissances de la structure de l'industrie même et des chaînes de valeur mondiales. En effet, nos économies doivent continuellement investir dans le savoir,
les compétences, la technologie, l'innovation, l'éducation. Il faut bien comprendre le paysage commercial, notamment les obstacles et les régimes préférentiels. Par-dessus tout, la stimulation du commerce intra-africain reste une absolue nécessité pour créer des marchés nécessaires au succès de l'industrialisation. À mon avis, le point de départ est un leadership qui fournisse une vision claire et mobilise tous les secteurs de la société pour soutenir l'impératif du développement. Nous devons changer nos approches, attitudes, priorités. Nous devons favoriser le développement d'une population très instruite, en bonne santé, qualifiée, qui puisse assimiler la technologie et mettre en place l'infrastructure indispensable au progrès. De même, nos États doivent renforcer les capacités de nos administrations, notamment les administrations publiques, pour qu'elles soient en mesure d'entreprendre une planification dynamique à long terme et assurer la coordination des activités économiques entre le secteur public et le secteur privé. Au plan financier, nous devons commencer à prêter davantage attention à la mobilisation de ressources intérieures, alors que nous accélérons le rythme d'intégration régionale de façon à engranger des plus grandes économies d'échelle. Il nous faudra de plus en plus de données robustes et de meilleurs systèmes statistiques afin de mieux évaluer et suivre les progrès. Mesdames et messieurs, de fait, les efforts en vue de la structuration de nos économies nécessiteront que nous tirions un meilleur parti de nos avantages économiques et comprenions l'environnement complexe auquel nous, arrivés après les autres, sommes confrontés. Auparavant, les pays devaient mettre en place des bases industrielles fortes avant de s'engager dans le commerce et ensuite la compétition sur le plan international. Ils peuvent désormais s'insérer dans des segments de production et sous-secteurs spécifiques des processus de production mondiaux sans passer par ces étapes. L'avènement et l'essor des chaînes de valeur mondiales ne sont pas essentiellement dus au développement du commerce des biens, mais sont plutôt fondés sur la technologie, la finance, l'investissement et d'autres services modernes. Les exigences du développement de la politique industrielle sont différentes de celles des années 70. Ce qui a surtout changé, c'est que la politique économique est devenue ouverte et sujette aux comparaisons comme jamais auparavant. Les groupes d'intérêt veulent participer et contribuer à l'élaboration des stratégies multisectorielles, des stratégies novatrices. Les instruments de politique économique ont aussi évolué de manière significative et ne dépendent plus d'une centralisation administrative et accordent plutôt une plus grande importance à la modification des opérations de marché par la fiscalité, les subventions et les mesures de dépenses publiques, afin de corriger des déséquilibres qu'éventuellement on puisse trouver dans le marché. En outre, l'élaboration de la politique industrielle est devenue polycentrique et plus éclectique, en recherche simultanément d'une variété d'objectifs au lieu d'être uniquement centrée sur la seule promotion d'une croissance. Les modèles d'industrialisation reposant sur la substitution d'importations, tels qu'appliqués en Amérique latine, ou le modèle économique tourné vers les exportations, tel qu'appliqué en Asie du Sud-Est, ne sont plus une option pour l'Afrique. Ces derniers, en particulier, reposaient sur le principe d'une production de masse avec une main-d'œuvre bon marché et une grande capacité d'absorption due à des économies de ressources importantes, notamment capacité d'épargne. L'Afrique doit se battre pour être sur un pied d'égalité alors qu'elle ne bénéficie pas de conditions favorables comme les autres. Les négociations actuelles sur le commerce et les changements climatiques ne sont pas en faveur de l'Afrique. Le système commercial international est aux prises avec la notion de traitement spécial et différencié. De la même manière que les participants aux négociations sur le changement climatique se débattent avec responsabilité commune mais différenciée. Si l'objectif de l'Afrique
est de devenir un continent prospère et intégré, en paix avec lui-même, qui est le slogan continental, sa position de négociation doit être cohérente et au service de son programme de transformation tel qu'envisagé pour l'agenda 2063. Mesdames et messieurs, nous devons expliquer comment nous allons suivre une voie d'industrialisation adaptée aux besoins d'un continent pluriel, une voie d'industrialisation sophistiquée et différente. Premièrement, l'Afrique doit utiliser au mieux sa position de négociation en maximisant la demande d'ajout de valeur dans les produits de base pour lesquels elle est en position dominante. L'Afrique possède 12% des réserves mondiales de pétrole, le plus grand potentiel d'énergie renouvelable du monde, 40% de l'or mondial, 80 à 90% du chrome et de la platine, 70% du coltan, 60% des terres arables non utilisées, 17% des forêts ou encore 53% du cacao du monde produit par 2 pays seulement, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Des ressources telles que celles-ci doivent être mises à profit. Deuxièmement, arrivant après les autres, l'Afrique n'est pas bloquée dans une préférence technologique quelconque. Elle peut suivre une voie privilégiant l'énergie verte et propre et faire l'impasse sur les vieux modèles industriels à forte teneur en carbone. La prise de conscience de plus en plus forte que suscite la dégradation de l'environnement et le changement climatique entraîne de nouvelles priorités de recherche et de conception, comme les technologies énergétiques propres qui pourraient être déployées rapidement. Le continent est bien placé pour absorber, adapter et faire fond sur les vastes quantités de connaissances scientifiques et techniques déjà disponibles. Son vaste potentiel de biomasse et d'énergie hydroélectrique, géothermique, éolienne et solaire est un atout incroyable et le temps est arrivé pour que l'Afrique ne soit pas résiduellement considérée comme un bénéficiaire de fonds d'adaptation au changement climatique, mais plutôt un contributeur net pour la solution des problèmes de la planète. Par exemple, seulement 5% du potentiel hydroélectrique de l'Afrique est exploité à ce moment. Troisièmement, l'Afrique devrait se concentrer sur la consommation intérieure. La croissance de la population africaine, l'expansion de la classe moyenne et l'urbanisation rapide continueront d'accroître la demande de biens de consommation dans le continent même. L'industrie agroalimentaire détient la clé pour répondre à cette demande, en particulier pour ce qui est des aliments transformés. Le passage d'une production primaire à une agro-industrie moderne et intégrée offre une opportunité lucrative à un grand nombre de petits exploitants agricoles, dont la majorité sont des femmes. C'est aussi l'occasion de générer des emplois modernes au bénéfice de la jeunesse du continent. Nous ne pouvons pas continuer à importer des yaourts ou du dentifrice. Quatrièmement, l'industrialisation peut et doit être inclusive. Elle doit éviter que les bâtiments s'effondrent lorsque les employés des ateliers clandestins sont piégés à l'intérieur ou que les migrants meurent en plein désert ou en mer. Nous ne voulons pas non plus entendre dire que 6 des pays les plus inégalitaires du monde sont en Afrique. Il nous faut tirer avantage de notre jeunesse et du potentiel inexploité que constitue le renforcement et l'autonomisation des femmes et de leur contribution à l'économie. Cinquièmement, il est impératif de promouvoir une plus grande intégration régionale. L'intégration régionale n'a pas encore pris toute son ampleur en raison d'obstacles tarifaires et non tarifaires qui entravent le commerce intra-africain. La transformation de l'Afrique exigera un regain d'efforts et des efforts plus audacieux dans ce domaine. Mesdames et messieurs, c'est bien d'avoir la croissance. C'est encore mieux d'assurer la transformation. Et s'il y a inclusivité,
C'est vraiment formidable. La voie pour atteindre ces objectifs doit être organiquement balisée, entretenue et favorisée. Shukran. Merci beaucoup, Carlos Lopez, pour ce rappel et surtout les réponses qui doivent venir du continent. Et c'est l'allocution de Carlos Lopez qui doit clôturer cette première session introductive. Alors, je crois qu'au nom de l'Institut Amadeus, il nous appartient de vous remercier. D'abord, vous qui êtes présents dans la salle aujourd'hui, et également nos personnalités qui se sont prêtées à cette session d'ouverture, qui est une session d'espoir. Je crois qu'on l'a tous constaté. Le discours est beaucoup plus engageant, beaucoup plus positif, mais en même temps réaliste, avec les solutions qui doivent être africaines. Et donc je crois qu'il nous appartient dorénavant de transformer l'essai, même si c'est vrai, et Carlos le rappelait, la perception du continent est toujours très déformée, avec les exemples qu'il donnait en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Et donc lorsqu'on regarde l'Afrique et qu'on regarde par exemple la Centrafrique, on ne peut pas dire que l'Afrique est en feu, à flamme. Bref, surtout n'allez pas en Afrique parce qu'il y a une crise en Centrafrique. Ça me permet de vous annoncer que juste après ce panel d'ouverture, l'ancien Premier ministre Martin Ziguélé va se prêter à un exercice avec voilà, notre ami, exactement, de l'Institut Amadeus, dont le thème est reconstruire la Centrafrique. Je vais remercier de nouveau, bien sûr, Madame la ministre Mbarka Boïda, Monsieur le ministre, non moins ancien ambassadeur, Monsieur Ndiaye, Monsieur Carlos Lopez, et bien sûr notre hôte, notre ami Ibrahim Fassifiri, que je vais libérer et demander à Martin Ziguélé et à Talal Saladin de retrouver le podium. Merci.